c'est que je vais d'abord dans un premier temps parler de participation en général, donc pour faire un petit peu dresser un petit bilan sur les débats autour de la notion de participation, en cherchant à comprendre qu'est-ce qu'on met derrière participation, démocratie participative, démarche participative, on y met beaucoup de choses très différentes. Et puis pour, comme le disait Agnès, arriver sur une critique de l'injonction participative, c'est-à-dire, je vais expliquer, mais d'essayer d'avoir un regard un peu critique sur ce que produisent en général les institutions, les organisations, les associations qui se lancent dans la participation de manière, on va dire, sans trop avoir pensé le processus et sans trop se questionner sur les questions de pouvoir, de circulation du savoir et tout ça. Et puis, on verra les effets négatifs de cette injonction participative. Et enfin, pour que ce ne soit pas trop déprimant, les conditions avec lesquelles cette participation peut tout de même être un levier. Alors, un levier de quoi? Un levier d'amélioration des politiques publiques, un levier d'amélioration de la démocratie, un levier aussi pour ceux qui défendent cette visée-là, et bien d'une meilleure justice sociale dans les politiques publiques. Elle peut permettre aussi de passer d'une société violente, dans certains aspects, à une société de confrontation démocratique. Pour parler comme Hannah Arendt, sur laquelle je m'appuie pas mal et qui raconte que dans nos sociétés, eh bien, lorsque il n'y a que la violence qui s'exprime, c'est qu'il y a un manque d'espace public, il y a un espace public qui est défaillant, et que tout l'enjeu, c'est d'arriver à transformer la violence en conflit démocratique. Ce qui ne veut pas dire consensus, tout le monde est d'accord, mais au moins les désaccords sont exprimés publiquement, travaillés, et arrivent à être confrontés pour prendre la meilleure décision possible. Et puis dans un second temps, je présenterai un peu plus précisément autour de ces histoires de savoir, une recherche à laquelle j'ai participé autour du croisement des savoirs et des pratiques d'ATD Carmonde, puisque donc j'ai pu, je vous raconterai ça, étudier et en fait co-étudier avec des professionnels et des personnes en situation de pauvreté les démarches de croisement des savoirs dans le domaine de la santé à Montréal. Et puis il se trouve que ces questions-là sont aussi traitées dans d'autres recherches et par d'autres acteurs, pas seulement par ATD Carmonde. Donc si j'ai le temps, j'arriverai jusqu'au bout, qui est ce qu'on est en train de faire actuellement au sein du groupement d'intérêt scientifique Démocratie Participation en lien avec le CNAM, les professionnels, tous les versants professionnels du CNAM et avec des associations pour développer dans les années qui viennent des réflexions et on l'espère des changements de pratiques ou des diffusions des pratiques qui soient de l'ordre du croisement des savoirs entre professionnels, universitaires et personnes concernées, comme on l'a dit, que ce soit personnes en situation de pauvreté ou malades ou les personnes concernées par les politiques publiques et les recherches sur eux jusqu'ici. Donc, un premier point, de quoi on parle quand on parle de participation? Alors, peut-être commencer par dire les arguments, on va les lister rapidement, les arguments qui sont généralement avancés pour demander davantage de participation citoyenne. Avant ça, faire un petit point de rappel peut-être sur ce que c'est que la démocratie participative. Alors, si on voulait revenir aux définitions, il faudrait commencer par être d'accord sur qu'est-ce que c'est la démocratie directe, déjà. Alors, la démocratie directe, c'est lorsque les citoyens participent directement aux décisions. Donc, un homme ou une femme égale une voix. Chacun vote, chacun participe aux décisions. Donc, c'était en référence à la Grèce antique, 5e siècle avant Jésus-Christ, un système d'organisation qui fait que tout le monde prend des décisions sur l'agora, ou alors si c'est pas tout le monde, ce sont des personnes tirées au sort, et notamment on fait attention à ce qu'il y ait tout le monde. Par exemple, s'il y a des paysans qui viennent de loin, on leur donne une indemnité pour qu'ils puissent venir passer 2 semaines à travailler, à prendre des décisions dans l'agora. Donc il y a tout un système de démocratie directe, duquel on s'est éloigné, mais qui existe sous certaines formes dans certains pays, notamment en Suisse. Deuxième chose, c'est la démocratie représentative.
la démocratie représentative telle qu'on la connaît dans nos sociétés actuelles. Alors la démocratie représentative qui, comme son nom l'indique, représentative, des fois on dit démocratie délégative. Le principe c'est que l'on délègue son pouvoir de souveraineté à des élus et donc par cet acte on leur donne notre pouvoir de souveraineté et c'est donc eux qui décident en notre nom sur la base du vote. Entre deux élections, dans le système de démocratie représentative, le citoyen n'a finalement pas grand-chose à dire ni à discuter, il peut s'informer, mais c'est tout. Et il y a tout un débat, donc je ne vais pas revenir, peut-être on y viendra dans la discussion, sur les différentes formes de démocratie représentative qui peuvent exister et celle qui nous marque, qui est présente depuis 1848 au moins, et puis la Troisième République, encore plus en France. C'est une forme de démocratie représentative assez dure, entre guillemets, c'est-à-dire que, bon, on peut revenir aux révolutionnaires de 1789, une partie des révolutionnaires de 1789 ne voulait pas de démocratie très large, ne souhaitait pas que le peuple, n'importe quel peuple, puisse accéder aux fonctions, et donc les plus critiques, comme Bernard Manin ou d'autres, expliquent en quoi la démocratie représentative, c'est une démocratie élitiste, élitaire, qui a été voulue, qui a été pensée. C'est-à-dire que, bon, voilà, l'abbé Sieyès, parmi d'autres, beaucoup ont dit qu'il faut quand même que ce soit les élites éclairées qui décident. Donc il faut un système de représentation qui permette à ce que ce ne soit pas n'importe qui prenne les décisions pour la population. Et donc, j'en viens un petit peu à la critique principale qui est faite à la démocratie représentative, c'est de ne pas réussir réellement à lutter contre ce qu'on appelle le sens caché en démocratie. Donc ça renvoie à un auteur qui a écrit ce livre, donc c'est Daniel Gaxi, c'est un politiste, Gaxi, G-A-X-I-E, en 1978 qui sort un livre qui s'appelle Le sens caché, donc c'est le sens C-E-N-S, le sens caché. J'explique rapidement, c'est tout simple, hein, mais je trouve que je repars toujours de cette notion parce que je trouve qu'elle est parlante. Il disait, donc nous sommes dans un système où on a un suffrage universel direct, donc tout le monde est égal pour voter, et donc nous ne sommes plus dans le suffrage censitaire qui était de mise au début dans la Première République. Le suffrage censitaire, c'était ne peuvent voter que ceux qui payent le cens, c'est-à-dire l'impôt. Et donc c'était plutôt ceux qui avaient des propriétés, ceux qui avaient plutôt des moyens, si vous voulez. Donc le paysan de base, si je peux parler comme ça, n'avait pas le droit de vote dans le système censitaire. Et donc l'idée du sens caché, c'est de dire ce sens n'existe plus, pauvres et riches, on peut tous voter, mais subsiste, encore à l'heure actuelle contemporaine, un sens caché, c'est-à-dire que si l'on regarde la composition de l'Assemblée nationale actuelle, par exemple, je crois que j'ai pris les chiffres ici, on a, je vais les retrouver, on a 577 députés en tout, on a à peine 50 qui sont d'un statut employé et 0 ouvrier. Pour vous dire qu'en termes de classe sociale, l'Assemblée nationale actuelle, alors même si par rapport à la précédente elle est beaucoup plus féminisée, ça fait partie des débats, elle reste quand même très marquée par le fait qu'accèdent aux fonctions électives plutôt les personnes diplômées, plutôt de classe moyenne supérieure, plutôt des hommes, plutôt des blancs, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc c'est tout. Quand on parle de sens caché, finalement, on peut y mettre un petit peu tout ça, c'est-à-dire en quoi cette démocratie représentative, elle est finalement un petit peu élitiste et elle n'arrive pas à représenter la diversité de la société. Je termine sur d'autres critiques qui sont données à la démocratie représentative, dans ce courant, on va dire, sur la démocratie participative. Donc j'ai parlé du sens caché. Le deuxième, on va parler de déficit de vertu citoyenne. Déficit de vertu citoyenne, pour parler comme Tocqueville par exemple, qui est de dire en fait le fait de déléguer sa souveraineté tous les 5 ans, les 6 ans, fait de nous des citoyens un petit peu désintéressés, non vertueux. On laisse les professionnels de la politique faire,
Et puis, ma foi, bon, on s'informe un petit peu, puis tous les 5 ans, on repart dans les grandes questions et on essaye de voir pour qui on vote. Mais, donc vous voyez, l'argument inverse, c'est développer des pratiques participatives permettrait de développer la vertu citoyenne, de former de meilleurs citoyens. Une autre critique qui est faite à la démocratie représentative, c'est le déficit d'information ou de savoir, puisque vous êtes ici dans un séminaire où on réfléchit au savoir. Ce serait l'idée que dans une démocratie représentative, on se couperait de certains savoirs, de certaines connaissances, de certaines informations, parce que le débat public ne serait pas assez nourri de la société, de la diversité des citoyens et de leur savoir. Bon, je pourrais parler longuement, mais ce n'est pas l'objet. En tout cas, pour finir sur les histoires de définition, donc on a, qu'est-ce que c'est que la démocratie participative, pour le coup? Alors la démocratie participative, si on voulait être strict, c'est ainsi que fait un des auteurs les plus connus en France, qui s'appelle Yves Saint-Omer, S-I-N-T-O-M-E-R, pas comme la ville de Saint-Omer, mais S-I-N-T-O-M-E-R, Yves Saint-Omer, qui lui dit, en fait, la démocratie participative, si on voulait être strict, c'est l'articulation entre démocratie représentative et démocratie directe. Ça veut dire des éléments de démocratie directe qui sont injectés, des éléments de démocratie directe qui sont injectés dans la démocratie représentative. Pour parler en français simple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre 2 élections, des mécanismes font que les décisions sont prises par les citoyens. Décisions prises. Donc, élément de démocratie directe, ça veut dire on revient aux citoyens pour prendre des décisions. Pourquoi c'est une définition stricte? Parce que ça pose vraiment la question du pouvoir de décision et que dans démocratie participative, strictement donc, il y aurait des démarches qui font que le pouvoir de décision redescend, si vous voulez, aux citoyens ou aux usagers, aux personnes concernées. Or, là où ça se complique légèrement, c'est que derrière l'idée de démocratie participative, en fait, il y a deux dimensions qui sont travaillées. Il y a la question de la participation dans le sens prise de pouvoir, c'est ce que je viens de dire, la démocratie directe. Et l'autre dimension, c'est la dimension du débat. Donc le débat, la délibération, alors on parle de délibération en sociologie, en sciences politiques, j'espère ne pas vous perdre, mais la délibération, c'est une notion qui nous vient des travaux de Habermas en Allemagne, de certains Américains, etc. Et c'est l'idée de l'échange public d'arguments. La délibération, c'est l'échange public d'arguments. Bon, très simplement, on pourrait dire c'est du débat. D'accord ? Et c'est un petit peu compliqué en français parce que délibération, pour nous, on pense délibération au conseil municipal, c'est les décisions qui sont prises. Bon, en réalité, dans le champ de la sociologie de la science politique, délibération ou démocratie délibérative, ça renvoie à tout ce qui est débat public. Or, donc si on devait être strict, on dirait qu'il y a la démocratie délibérative, qui vient aussi bousculer un peu la démocratie représentative, mais qui est une démocratie délibérative où on organise le débat entre 2 élections, on stimule le débat avec des dispositifs comme la Commission nationale de débat public, les jurys citoyens, les conseils de quartier, les conseils citoyens, toutes ces choses-là. Mais en réalité, ça n'est pas un partage de pouvoir de décision. Vous voyez, on est dans le registre du débat. Donc, encore une fois, si on était strict, on ne dirait pas démocratie participative à tout bout de champ. On garderait cette expression pour ce qui a trait au partage du pouvoir. Lorsque les citoyens ont réellement un effet sur la décision et non pas seulement sur le débat. En réalité, alors que sur le plan théorique, la participation au sens de prendre le pouvoir, de prendre la décision, et la délibération au sens du débat, c'est séparé, en réalité, on voit bien que tout ça va ensemble, et surtout, pour expliquer comme Loïc Blondiot le fait, en fait, la quasi-totalité des expériences participatives en France, que ce soit par les collectivités locales ou par les hôpitaux, des organismes, des associations, la quasi-totalité
ça appelle cela démocratie participative, mais ne sont en réalité que du débat. D'accord, donc on ne va pas se lancer dans des chiffres, mais il est vrai qu'on pourrait aisément dire que 90% des démarches dites participatives en France organisent du débat. C'est déjà ça, hein, je ne dis pas que c'est pas bien. Mais il faut savoir que ce n'est pas la même chose que de dire on partage le pouvoir de décision avec les personnes. Alors, les arguments pour développer le débat et le partage de décision, maintenant, à partir de maintenant, je vais mélanger. Ah oui, non, je voulais dire une dernière chose. Si on veut un exemple de démarche participative vraiment qui aboutit à une prise de décision, un partage des décisions, un exemple typique, c'est le budget participatif. Donc le budget participatif, historiquement né au Brésil, le budget participatif de Porto Alegre, dans lequel, pour faire court, une partie du budget d'investissement de la ville, budget d'investissement, c'est-à-dire construire des bâtiments, des routes, et non pas payer les salaires des fonctionnaires, le budget d'investissement, une partie de ce budget d'investissement est co-décidée avec la population sur la base de tout un processus. Donc on commence à s'y mettre à Lille, il y a des villes où on s'y est mis depuis plus longtemps, et puis c'est plus ou moins ambitieux en termes de partage du pouvoir, mais au final, il y a tout un processus qui permet de co-décider d'une partie, une petite partie du budget d'investissement avec la population. Mais là, il y a réellement du partage du pouvoir de décider. Donc, pour revenir sur les raisons d'espérer ou les arguments pour la démocratie participative au sens large, donc pour développer la codécision et pour développer le débat, on a plusieurs arguments qui sont donnés. Premier argument qui nous vient notamment de Bernard Manin, qui est un Français qui écrit beaucoup aux États-Unis. Donc Bernard Manin parle d'impossible argument d'autorité en démocratie actuellement. Qu'est-ce que ça veut dire que ça, l'impossible argument d'autorité? C'est l'idée de dire que dans nos sociétés, contrairement à il y a 1-2 siècles, ce sera une évolution de long terme de nos sociétés contemporaines, eh bien la légitimité des décisions ne repose plus sur le charisme du chef, du décideur, sur sa réputation, voire éventuellement sur le nombre de bulletins de vote qu'il aurait récoltés aux élections. Hein, ces dimensions-là avaient beaucoup de poids il y a 1-2 siècles. Actuellement, la légitimité des décisions repose moins sur le chef, le leader, que sur la manière dont les décisions sont prises. Vous allez me dire, ça peut se débattre, hein, on peut avoir des réflexions là-dessus, mais enfin, grosso modo, à l'échelle de l'humanité, les décisions sont d'autant plus acceptées qu'elles sont concertées, plutôt qu'imposées de manière autoritaire. Deuxième type d'argument, la qualité des décisions. Deuxième type d'argument, grâce au débat, grâce au partage de la décision, on aboutit à des meilleures décisions. Donc on aurait des politiques publiques finalement plus efficaces, plus informées, on pourrait lutter contre certains dysfonctionnements dans les administrations ou dans les organisations grâce au débat public. Grâce plus généralement à toutes ces procédures qui forcent à être plus transparentes, qui forcent à laisser place à la connaissance et au savoir des personnes, des individus, des anonymes qui ont une expertise. Voilà, bon, grosso modo, il y a tout un troisième ensemble de choses, d'arguments qui est de dire meilleur respect des droits des usagers lorsqu'il y a débat et participation, meilleur respect des droits parce que circulation des informations, transparence, je l'ai déjà un peu dit, c'est tout cet ensemble aussi d'arguments. Et puis un dernier ensemble d'arguments repose autour de la question de l'émancipation des individus et des groupes, alors
plutôt de l'émancipation évidemment des précaires, des personnes qui n'ont pas le pouvoir ni économique, ni culturel, ni social. Donc là, on aurait l'idée que via le débat, via la participation, on lutterait contre le sens caché dont je parlais tout à l'heure. On ferait place aux connaissances, aux compétences de citoyens qui sont peu légitimes traditionnellement, qui sont peu entendus, peu organisés. D'où l'idée d'aller chercher ceux qu'on n'entend pas d'habitude, peut-être de procéder au tirage au sort pour avoir des paroles non convenues, non habituelles, etc. Avec tout l'espoir, comme je l'ai dit en introduction, de gérer aussi le fossé démocratique qui continue de se creuser malheureusement dans nos sociétés. Donc le fossé démocratique entre élite et peuple, ou alors en tout cas entre représentants et représentés. Et tout le déclenchement et le développement de l'abstention électorale et de la défiance vis-à-vis des élus et des responsables. Donc beaucoup d'attentes très fortes envers la démocratie participative délibérative. Qu'est-ce que ça donne? Alors, qu'est-ce qu'on a sous ce vocable de démocratie participative? Alors, on a plein de dispositifs, plein de procédures. Ce que je voudrais juste essayer de raconter, on est obligé, la loi contraint dans le médico-social, dans l'urbanisme, la loi contraint de la participation, donc on le met, mais on le met à minima. Donc c'est la fameuse histoire, vous connaissez tous, par exemple les projets urbains qui sont amenés à participation ou concertation alors qu'ils sont déjà complètement ficelés. Ils sont déjà complètement construits par les experts architectes, urbanistes et les élus, et ils sont présentés comme participatifs parce qu'au bout du bout, on les présente à la population qui éventuellement peut avoir le choix de la couleur peut-être de l'escalier A, de la tour 4, mais qui ne va pas du tout avoir les moyens de comprendre l'ensemble du projet ni de pouvoir peser sur les choix du projet. Une autre position qui est la plus répandue en France, et notamment dans la politique de la ville, mais me semble-t-il aussi dans le médico-social, c'est donc ce que j'appelle l'injonction participative. Et dans l'injonction participative, la catégorisation qu'on a, c'est plutôt on est plutôt sur une défense du modèle représentatif. Donc on a une conception de la bonne démocratie qui est la démocratie représentative. Et on pense par contre qu'il faut avoir une démarche particulière vis-à-vis des publics précaires ou éloignés de la part du public. Et cette double catégorisation aboutit à une vision de la participation. Alors, je parle parfois d'une vision un peu de la participation comme un handicap, de la citoyenneté comme un handicap. Les habitants des quartiers populaires, par exemple, vont être considérés comme handicapés de la citoyenneté. Ils ne s'expriment pas sur un registre de l'intérêt général correctement, ils sont en colère, ils ne sont pas sur le registre de l'intérêt général. Et donc, ce qu'il faut faire dans cette posture-là, c'est former les habitants, former les usagers, former les publics pour qu'enfin ils puissent comprendre le budget, qu'ils puissent comprendre la structure, qu'ils puissent comprendre. Et seulement à l'issue d'une formation, donc le fait que ces personnes doivent comprendre le fonctionnement, éventuellement ils peuvent essayer de comprendre, de comprendre le projet. Mais si vous voulez, j'insiste un petit peu là-dessus, c'est qu'en aucune sorte, le souci de la participation repose sur l'institution elle-même et sur son fonctionnement. C'est-à-dire ce qui est visé, c'est plutôt d'avoir des bons citoyens qui s'expriment correctement, qui sont plutôt d'accord avec ce qui va être proposé en réalité, et pas tant le fait de rechercher ce qui dysfonctionne dans l'institution, ce qui dysfonctionne dans la politique publique. Voilà, donc avec toute cette critique de l'injonction participative, je ne suis pas la seule à la faire, il y a mes collègues, notamment Guillaume Gourgue, qui est encore plus critique que moi, on va dire, qui vont critiquer aussi tout ce qui est une dérive autour de la professionnalisation de la participation. Donc on a maintenant des cabinets qui étaient parfois au départ des cabinets de communication, des consultants en communication qui se sont engouffrés sur ce marché de la participation. Et donc, on a tout un tas de méthodes de professionnalisation de la participation où cette participation, elle est plutôt centrée sur de la communication, sur le fait d'éviter le conflit, de pacifier les conflits éventuels qu'il pourrait y avoir sur le projet, finalement de contrôler
toute la critique qui pourrait émerger de la société. Donc ça, c'est les travaux de Guillaume Gaulle. Voilà, alors pour terminer sur l'injonction participative, qu'est-ce que ça pose comme question en réalité c'est une promesse de participation déçue, parce que ce que j'ai pu constater dans mes enquêtes, dans mes travaux dans les quartiers d'habitat social, c'est que la promesse de participation, elle est entendue, c'est-à-dire que les individus, tous non diplômés, peu scolarisés, pas très à l'aise avec l'écrit qu'ils sont, quand on leur dit « venez participer, votre avis va compter », pour un meilleur projet, pour que ça aille mieux, ils viennent nombreux. Or, quand c'est une injonction participative qui est organisée, bon, ça prend quelle forme? Ça prend la forme de ce qu'on peut appeler une réunion publique anti-publique. Là, je fais référence à des auteurs, à d'autres auteurs, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les réunions publiques anti-publiques, on pourrait dire tout simplement les réunions publiques ratées, hein, si on peut le dire ainsi. Ce sont des réunions publiques auxquelles vous avez peut-être déjà assisté, où sur les 2 heures de réunion, il y a 1h15 qui est utilisée par l'institution pour dérouler des PowerPoint très compliqués sur un projet à venir, avec beaucoup de chiffres, avec beaucoup de données, et les habitants, les usagers qui sont là dans la salle, déjà sont complètement, submergés par les informations, par la technicité des choses, et lorsque c'est à eux de prendre la parole, eh bien, il n'y a pas d'animation de la parole. Il n'y a pas de gestion de l'ordre des hiérarchies des questions qui sont posées. On ne sait même pas ce que vont devenir les questions qui sont posées du reste. Et puis bien souvent, le débat est animé par quelqu'un qui est partie prenante, c'est-à-dire qui fait partie de l'institution. Donc quelqu'un qui n'est pas un tiers neutre et impartial, mais qui est du côté de l'aménageur, de l'institution. Voilà. Donc tout ça, ça va dans la rubrique injonction participative. Hein. C'est pas organisé ni pensé de manière à croiser des savoirs différents. C'est plutôt pensé comme éviter qu'il y ait des critiques sur le projet que je viens de vous présenter. Et donc, quand on a des réunions publiques de ce type, eh bien, ça produit un renforcement mutuel des stéréotypes et des malentendus entre institutions et population. Un double renforcement des stéréotypes, en fait. Donc, du côté des habitants, qui viennent au départ nombreux avec cette promesse de participation, ils se rendent compte que lorsqu'ils ont parlé, on leur a dit c'est pas le moment, vous vous exprimez pas correctement, vous êtes sur le registre de l'intérêt privé particulier, nous sommes sur le registre de l'intérêt général. Donc quand on retourne les voir le lendemain, ils nous disent vous voyez, ça sert à rien qu'on aille dans leur réunion, on parle jamais correctement, ils s'en fichent de nous, et donc j'irai plus, et même ça sert à rien de voter, enfin ça sert à rien de leur faire confiance. Bref, ça renforce le fossé démocratique dont je parlais tout à l'heure et qui était quand même, dramatiquement renforcé par ce genre de démarche. Et du côté des professionnels et des institutions qui, eux, ont préparé leur réunion publique, ont préparé leur PowerPoint, travaillent au quotidien pour faire des bons projets pour la population, qu'est-ce que ça provoque, ces démarches d'injonction participative? Ça provoque aussi un renforcement des stéréotypes vis-à-vis des populations. Parce que quand on retourne les voir, ils nous disent vous voyez, ça ne sert à rien d'aller demander leur avis aux gens, parce qu'ils parlent toujours de leur vie à eux, de leur hall, ou de leur famille, ou de leurs voisins. Ils ne sont pas capables de comprendre qu'on met des millions d'euros pour eux et que ça va être bon pour tout le monde. Et puis, ils se fâchent, ils sont en colère, et puis ils nous parlent de pigeons, donc je ne sais pas quoi, bon voilà. Quand on en arrive là, c'est terminé. Et donc, eh bien, on est dans des situations où cette injonction participative, voire elle va devenir encore plus une participation inutile, elle va générer aussi un renforcement des stéréotypes des professionnels sur les personnes, et elle ne va pas enclencher de mécanismes de reconnaissance, parler comme honnête, ou de reconnaissance des compétences, des savoirs, des expertises que la population peut avoir de son côté. Donc, dernière catégorisation sur laquelle je viens, qui est peut-être un peu moins déprimante, c'est une catégorisation de la participation qu'on peut appeler développement du pouvoir d'agir. Alors, je dis tous les mots en même temps, pour moi c'est très proche. Je trouve ça un peu stérile de se battre sur les notions. Et donc, vous entendez parler de développement du pouvoir d'agir, d'empowerment, le terme anglo-saxon, donc qui est un peu agaçant, parce que pourquoi forcément toujours parler en anglais
Voilà, mais c'est de là que vient le développement du pouvoir d'agir, en réalité. Empowerment, c'est développer le pouvoir d'agir. On pourrait dire que là-dedans se place aussi l'éducation populaire, des démarches de capacitation, des fois on entend dire, des démarches de conscientisation, bon ça c'est dans le champ de l'éducation populaire aussi. Bref, des démarches qui ont pour point commun d'être, pour revenir sur mon tableau, là je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en tout cas la logique c'est d'être dans une conception plutôt de la démocratie participative, délibérative, donc on estime qu'il faut changer les modes de prise de décision, que ce soit, encore une fois, que ce soit pour une collectivité locale, une association, une organisation en fait, donc démocratie participative et délibérative, et une conception de l'intervention à mener particulière quand même aussi pour les personnes en situation de précarité, les personnes les plus éloignées de la parole publique. Alors donc la différence avec l'injonction participative, c'est que les individus, la population, dans cette conception-là, est vue comme porteuse de savoir. Elle est vue comme porteuse de savoir et d'expertise, qui est une expertise alors du quotidien, une expertise, un savoir d'expérience. Alors il y a plein de choses à dire là-dessus, mais enfin grosso modo c'est l'idée de dire que les personnes, de par leur vie, et notamment si on parle des personnes les plus précaires, elles dépendent beaucoup des services publics. Donc elles prennent beaucoup le bus, elles utilisent beaucoup la CAF, elles utilisent beaucoup tous les services publics, donc elles en ont une connaissance fine, intime, au quotidien. Et que cette connaissance-là, bien souvent, n'est pas visible, n'est pas connue par les institutions. Parce que quand on réfléchit à améliorer une politique publique, eh bien, on réfléchit du point de vue où on est et on ne va peut-être pas récolter ce savoir-là. Donc les personnes sont vues comme détentrices de savoir, un savoir qui est souvent inconnu, méconnu, même des personnes elles-mêmes. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que les personnes elles-mêmes ne vont pas vous dire « moi j'ai un savoir d'expertise, j'ai un savoir du quotidien et j'aimerais qu'il soit pris en compte dans vos politiques publiques, mesdames et messieurs ». Non, c'est des compétences et des savoirs qui sont parfois invisibilisés, ignorés, du fait de l'expérience du mépris social aussi. Donc, bon, là, ça, c'est le langage d'Axel Honneth sur lequel je m'appuie. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, Axel Honneth, Les luttes pour la reconnaissance. Donc, c'est très intéressant parce que c'est à la fois sur les questions sociales et politiques. Bon, bref, donc lui, il montre qu'est-ce que produit le mépris social dans la société, qu'est-ce que ça produit en termes d'autodisqualification, de délégitimation de sa propre citoyenneté, en fait. Hein, et que donc, moins une personne a du pouvoir dans la société, moins elle va vous dire « je sais ce qu'il faudrait faire, j'ai des idées, j'ai une expérience ». Donc ces démarches d'empowerment, première chose, c'est qu'elles visent à rendre ce savoir visible aux yeux des personnes et aux yeux de la société. Alors, deuxième chose qu'on peut dire là-dessus, c'est que dans cette catégorisation-là, il y a aussi toute une réflexion sur le pouvoir et sur le conflit. On est dans une conception où l'objectif à travers la participation, c'est, comme je le disais tout à l'heure, dans la veine d'Hannah Arendt, c'est de faire vivre le conflit démocratique. Donc l'idée n'est pas d'aller chercher les personnes précaires, qu'elles soient d'accord avec ce qu'on fait, mais bien de faire émerger des problèmes, des dysfonctionnements, des questions de fond, peut-être d'aller chercher aussi dans les dimensions contestataires et dans les revendicatrices des pistes pour comprendre pourquoi l'action publique échoue sur certains points. L'exemple qu'on pourrait développer, c'est l'exemple par exemple du non-recours. Vous connaissez, vous avez entendu parler de ça, du non-recours. Donc c'est mon collègue Philippe Varin à Grenoble, l'Observatoire du non-recours, qui étudie à quel point certaines personnes ont des droits mais n'ont pas recours à ces droits, pour tout un tas de raisons. Mais une partie de ces raisons sont parfois une sorte de contestation et de volonté de ne pas avoir
de lien avec l'institution vue comme prédatrice, vue comme mauvaise, ou que sais-je encore. Donc tout l'enjeu de l'empowerment, du développement du pouvoir d'agir, c'est par le débat ou par la confrontation, peut-être un peu plus sous le mode un peu lutte collective, il peut y avoir ces deux angles, de rendre public des problèmes, de publiciser des problèmes. Je terminerai là-dessus pour ce qui est des questions un peu théoriques, et puis je vais venir à des exemples quand même, parce que je vais en avoir marre de m'entendre parler d'auteurs et de théorie. Mais l'idée derrière ça, c'est bien la question du public, de la publicisation. Alors, au sens, moi je m'appuie beaucoup là-dessus sur les travaux pragmatistes autour de John Dewey. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais enfin l'idée c'est la question de la publicisation du public. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans nos sociétés, certains problèmes, certains dysfonctionnements sont non visibles, restent non visibles aux yeux du législateur ou aux yeux du décideur. Et qu'il s'agit de comprendre comment, petit à petit, certains problèmes deviennent visibles et sont ensuite traités par l'action publique, sont ensuite mis sur l'agenda, si vous voulez parler comme ça. Et un des enjeux de l'empowerment, du développement du pouvoir d'agir, ça va être d'essayer d'influencer les pouvoirs publics, les décisions, sur des problèmes qui paraissaient incompréhensibles. Par exemple, pour donner un exemple tout simple, la violence au guichet. La violence au guichet d'un service public. C'est souvent assez... Donc c'est insupportable déjà, d'une part, et puis c'est souvent très difficile à comprendre. On a du mal à comprendre pourquoi quelqu'un va venir agresser un agent qui est censé donner un service public qui va lui donner une meilleure vie au final. Eh bien, moi, pour avoir assisté à un des dispositifs, donc je donne un exemple, c'était un groupe de qualification mutuelle. Parmi les démarches qui rentrent dans l'empowerment, je peux donner cet exemple, le groupe de qualification mutuelle, j'en donnerai d'autres après. Mais ce groupe de qualification mutuelle fonctionnait sur le mode de 7 habitants de quartier populaire, en allant chercher, si possible, c'était sur la question des bus, des transports, on allant chercher, dans la mesure du possible, des personnes plutôt fraudeurs ou qui avaient des problèmes avec les contrôleurs, et des agents du service de bus, et de mettre ensemble ces personnes pendant 12 journées, 2 journées par mois, intervalle d'un mois entre les 2 journées, et de travailler à une enquête, en fait, une enquête coproduite par professionnels et habitants sur qu'est-ce qui dysfonctionne, d'où vient le problème. Alors le problème vient d'une part de la société, d'autre part de choses qui ont trait à la manière dont se passe le service du transport là. Et ça aboutit au final à un diagnostic partagé de la situation et des propositions pour améliorer la situation. Propositions qui sont de différents types. Évidemment, il y a la question des tarifications et la question des missions plus clarifiées à donner entre le chauffeur, conducteur et le contrôleur, parce que ce n'était pas très clair leur mission aux yeux de la population. D'autres exemples de démarches, c'est des démarches qui utilisent des supports évidemment qui ne sont pas des supports uniquement écrits de discussion, de débat. Donc ça va être des supports qui utilisent la vidéo, le théâtre forum, le théâtre de l'opprimé, qui vont varier ce type d'outils et qui vont souvent essayer d'organiser dans le temps une participation qui ne soit pas juste, vous voyez, une réunion de 18h à 20h pour faire de la participation. Donc il y a du temps qui est pris pour débattre, pour dialoguer. Souvent une rémunération des participants. Donc les professionnels viennent sur leur temps de travail, donc ils sont rémunérés sur leur temps de travail, et les habitants ou usagers ou malades, etc., reçoivent une indemnité en contrepartie du temps qu'ils passent à discuter, dialoguer sur une question d'intérêt général sur laquelle ils sont engagés. Ce sont des méthodes aussi qui permettent de partir du point de vue individuel, qui laissent place au récit individuel justement, au récit privé ou d'ordre privé. C'est-à-dire qu'on est dans des démarches qui ne se placent pas directement sur le registre de l'intérêt général, mais qui partent bien du vécu professionnel aussi et personnel des gens, pour petit à petit coproduire une enquête sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne dans le service.
Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple là-dedans? Alors, sous l'angle délibératif du débat, il y a les groupes de qualification mutuelle que j'ai étudiés, il y a les co-formations par le croisement des savoirs et des pratiques, c'est là-dessus que je vais arriver maintenant. Il y a le théâtre forum, il y a université citoyen, il y a des démarches d'urbanisme participatif. Bon, et puis peut-être que dans vos connaissances et dans ce que vous connaissez, il y a plein de choses que vous pourrez ranger là-dedans, qui organisent plutôt du débat entre professionnels, universitaires parfois, élus et personnes en situation de pauvreté. Et puis sous l'angle plus de l'action collective, démocratie d'interpellation, on va avoir des démarches qui cherchent davantage à faire en sorte que la population s'organise pour faire valoir leurs droits. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce sont des démarches de développement du pouvoir d'agir qui visent plutôt l'auto-organisation de la population, qu'elle fasse valoir leurs droits. Donc, qui vont plutôt encourager l'action collective des gens et qui ne vont pas trop s'occuper de faire du débat avec les professionnels et les élus, mais qui sont sur le registre de l'interpellation et de l'action collective. Voilà, à ce stade, il y a peut-être plein de questions et vous avez peut-être des choses à commenter, mais donc je prends encore un peu de temps pour la deuxième partie. Donc pour venir aux questions plus précisément du savoir et des recherches participatives. Donc là, ce que je vais vous présenter, on va dire que ça peut se situer totalement dans cette rubrique développement du pouvoir d'agir, en fait. Mais sous l'angle de la recherche participative. Donc la recherche participative, on en parle beaucoup. C'est quelque chose qui est un petit peu à la mode en ce moment. Donc on a eu un rapport récemment, le rapport Houllier sur les recherches participatives qui est sorti au niveau national, qui fait une typologie des différents types de recherches participatives. On a quelques livres aussi qui sont sortis, notamment j'en cite un, celui de Anne Gillet et Daniel Tremblay, donc Anne Gillet au CNAM et Daniel Tremblay au Québec, qui s'appelle Recherche participative et collaborative, qui est sorti en 2017, un livre collectif. Il y a des démarches en ce moment, pas mal de recherches qui sont en train de se monter sur ces questions. Qu'est-ce que c'est que la recherche participative? Là aussi, il y a une diversité de modes de recherche participative. J'en donnerai quelques-unes. L'idée, c'est qu'il y ait que les non-académiques, que les non-universitaires puissent jouer un rôle dans la connaissance produite. Alors, je dis directement d'emblée, il y a différents grades, stades de recherche participative. Il y a tout un ensemble de recherches participatives qui sont en fait autour de la question de la collecte des savoirs des individus. Donc une recherche participative, ça peut être une recherche qui vise à collecter plein de petits savoirs à disséminer. Les citoyens envoient des données, par exemple, sur le nombre de papillons dans leur jardin. Et puis, bout à bout, tous ces savoirs vont être utilisés par les chercheurs, les scientifiques, pour produire une connaissance de la question des papillons en France. Mais vous voyez bien que dans ce type-là de recherche, peut-être plus collaborative, je ne sais pas, le pouvoir de dire la science, c'est quand même l'universitaire, le scientifique qui le détient. Donc, si vous étiez tous présents à la conférence, Léo Coutelec est venu déjà présenter tout ça. Je pense qu'il a dû vous parler de pluralité de formes de recherche participative. Donc tout ça, vous connaissez peut-être déjà. Mais après, on a d'autres types de recherche participative plus ou moins ambitieuses pour le coup. Et moi, ce qui m'intéresse de regarder, c'est d'aller voir les recherches participatives dans lesquelles le rôle des personnes non académiques, et notamment pour ce qui m'intéresse des personnes en situation de pauvreté, ce rôle est décisif dans toute la recherche de A à Z, c'est-à-dire du début de la question de recherche qu'on se pose, à quel protocole d'enquête on va mettre en place, donc on se met d'accord sur l'enquête, ensuite récolte de matériaux, ensuite analyse de matériaux, puis écriture.
et divulgation de résultats, diffusion de résultats et discussion scientifique, sociale à partir de ces résultats. Donc dans les recherches peut-être les plus ambitieuses sur ce point, eh bien les personnes, pour ce qui m'intéresse là, les personnes en situation de pauvreté, sont présentes de A à Z. Alors évidemment pas complètement, évidemment on pourra y revenir forcément à des revues académiques de rang A, comme on dit dans les grandes revues scientifiques, avec tout le monde. Mais c'est tout un processus qui permet de faire en sorte que les personnes soient présentes à ces différents niveaux. Deuxième particularité de ces recherches-là, elles sont menées plutôt avec des associations. Donc elles sont menées en lien avec des associations. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est avec ATD Quart Monde, mais ça peut en être d'autres sur d'autres champs. Pourquoi des associations ? Eh bien parce que il y a une histoire autour de la construction collective du savoir. Là, je vais peut-être un peu vite, mais j'explique déjà ça, puis après je reviendrai à des choses précises. La construction collective du savoir, c'est de dire que alors, le savoir académique, le savoir scientifique, il ne descend pas comme ça du ciel sur le chercheur parce qu'il a eu un doctorat. Il provient d'années, de siècles, de décennies de sédimentation de la connaissance. Donc, les connaissances sur un champ, elles se sédimentent, elles se structurent. Il y a des gens qui ont déjà fait des enquêtes avant, après, donc il y a tout un travail de sédimentation. Et bien, pour ce qui est du savoir professionnel ou du savoir des personnes en situation de pauvreté, c'est un petit peu pareil. Dans les associations, il y a un savoir qui s'accumule, il y a des expertises qui s'accumulent au fil des décennies où ces associations travaillent avec les personnes en situation de pauvreté. Donc l'association des malades de quelle maladie, l'association des usagers de je ne sais pas quel service public aussi, dans leur structure, petit à petit, construisent un savoir. Mais ce qui est intéressant dans ces recherches, c'est que ça n'est pas des recherches qui se font entre un universitaire, un responsable associatif et un responsable professionnel, mais bien, on va bien chercher des personnes en situation de pauvreté, donc des personnes lambda, et qui font partie de cette association, ou en tout cas qui sont accompagnées par l'association, pour ne pas tomber dans un travers, donc pas mal décrié sur le champ participatif en général, qui est d'aller chercher toujours l'habitant lambda, l'habitant, le petit habitant avec un petit H, pour contourner les associations, pour contourner des savoirs collectifs. Je ne sais pas si c'est très clair dit comme ça. En tous les cas, ici, il y a une recherche d'aller chercher des personnes en situation de pauvreté, des vrais, mais qui sont accompagnées par leur association pour ne pas qu'elles soient complètement isolées dans cette expérience et qu'elles ne soient pas... Alors, ce qu'on critique souvent dans le fait d'aller chercher des habitants tout seuls, complètement purs de tout engagement, c'est eh bien, d'abord de leur faire porter une responsabilité un peu forte. C'est-à-dire qu'eux, tout seuls, ils vont représenter l'ensemble de la population, qui est un peu compliqué. Et puis que pour les personnes en situation de pauvreté, il y a besoin d'un support associatif qui permet à ce savoir de se construire, d'exister et de pouvoir se croiser. Donc là, moi, je m'appuie sur un article qu'on a coécrit qui est sorti dans Sociologie et Société en 2017, que vous pouvez retrouver, qui s'appelle « Les enjeux méthodologiques et épistémologiques du croisement des savoirs entre personnes en situation de pauvreté, praticiens et universitaires », et où on a commencé à réfléchir à ce type de recherche. Donc, je ne vais pas pouvoir trop développer. Ce que je peux dire, quand même, c'est qu'il y a des liens, enfin, à force de commencer à réfléchir à tout ce champ, ce qui est intéressant, c'est la question des recherches alternatives. Et donc là, on s'appuie sur tout ce qui a été fait par l'épistémologie féministe, d'une part, et l'épistémologie post-colonialiste de l'autre. Donc les premiers à avoir travaillé ces questions, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est la question des injustices épistémiques. Bon, c'est un petit peu des termes complexes, mais enfin, c'est l'injustice épistémique, c'est le fait de ne pas tous avoir le même pouvoir d'avoir de la connaissance ou de distribuer de la connaissance. Et donc les premiers à avoir beaucoup travaillé ça, c'est les féministes, donc l'épistémologie féministe. Et qu'est-ce
qu'est-ce qu'ils ont trouvé donc autour de Fricker, de gens comme Miranda Fricker ou d'autres, c'était de dire que la science n'est pas neutre. Donc la science n'est pas neutre, elle véhicule des représentations particulières portées par des scientifiques, et elle exclut certaines représentations, donc historiquement, les savoirs des femmes, les savoirs des personnes, des groupes sociaux dominés sont faiblement représentés dans la science traditionnelle. Donc, l'idée de l'épistémologie féministe, c'est de développer des méthodes qui permettent d'avoir une science plus complète, plus juste, en allant chercher des connaissances peu visibles. Et pour que ce soit plus clair, je voulais quand même développer une chose. Voilà. S'il y a un truc à retenir de Miranda Fricker, de ce que j'en ai retenu, ça fait pas longtemps que je réfléchis à tout ça. Donc Miranda Fricker, en 2007, elle sort un livre sur les questions d'épistémologie féministe, etc. Donc elle explique qu'est-ce que c'est que l'injustice épistémique. Donc l'injustice épistémique pour Fricker, elle se décline sous deux formes. La première forme, c'est l'injustice de témoignage, ce qui veut dire une dévalorisation de la crédibilité des propos de la personne. Donc dévalorisation de la crédibilité des propos de la personne du fait de son appartenance à un groupe social dévalorisé. Donc une dévalorisation de la crédibilité des propos de la personne du fait de son appartenance à un groupe social dévalorisé. Ça, c'est l'injustice de témoignage. Pour parler simplement, c'est le fait de dire une personne d'un groupe peu légitime va pas être entendable, va pas être conçue comme légitime, comme crédible, parce que elle appartient à un groupe plutôt dévalorisé. Donc, face à un médecin, par exemple, eh bien, un malade va venir dire quelque chose, eh bien, il fait partie du groupe des malades et pas des médecins, donc injustice de témoignage, c'est pas crédible. Et puis la deuxième forme, c'est l'injustice herméneutique. Accrochez-vous, mais c'est pas trop compliqué normalement. L'injustice herméneutique, j'ai mis longtemps à comprendre ce mot. Là, c'est l'idée qu'il y a un déficit de ressources interprétatives. Il y a un déficit de ressources interprétatives à disposition des personnes pour analyser la situation. Un déficit de ressources interprétatives à disposition des personnes pour analyser la situation. Donc je donne un exemple, c'est l'exemple donné par Fricker qui permet de comprendre. Un exemple d'injustice herméneutique est celui des femmes victimes de harcèlement sexuel avant que ce concept émerge dans le débat public. Donc, je répète, les femmes victimes de harcèlement sexuel, avant que le concept émerge dans le débat public, dans le discours public, eh ben, ces femmes étaient victimes d'injustice herméneutique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ne disposaient pas des ressources interprétatives, des arguments, de l'interprétation pour comprendre que ce qui leur arrivait n'était pas correct, n'était pas normal. Et donc, étaient démunies pour analyser ce qui leur arrivait autrement que parce qu'on leur disait, c'est-à-dire hystérie, je sais pas, rigidité, manque d'humour, madame, vous manquez d'humour. Voilà. Et donc, à partir du moment où Fricker où elle dit que ces situations commencent à être discutées dans l'espace public et à être comprises comme des injustices, des choses insupportables et des choses qui devraient être condamnables, en fait, eh bien, les arguments autour de l'émotion, des pleurs, de la colère, arrivent à être compris et décodés comme des éléments qui font partie de la situation injuste. Et sur le plan cognitif, les femmes d'aujourd'hui n'ont pas les mêmes ressources interprétatives que les femmes d'il y a 20, 30, 40 ans. C'est un peu ça l'idée. Et donc, sans développer trop parce qu'il va falloir que j'arrête,
toutes les démarches de recherche participative qui visent le développement du pouvoir d'agir, qui visent à transformer non seulement le savoir, mais aussi les pratiques des professionnels et des institutions, travaillent ces injustices de témoignage d'une part et herméneutique de l'autre. Alors comment, justement? Donc là, les recherches en croisement des savoirs et des pratiques, je vous parle de la méthode, vous en ayez un petit peu un aperçu. Ce qui est intéressant et ce qui perturbe un peu aussi, c'est que c'est une démarche qui articule des temps en groupe de pairs. Donc il y a un fort travail de fait en groupe de pairs PAIRS, c'est-à-dire les personnes en situation de pauvreté d'un côté, les médecins, infirmiers de l'autre, et puis les universitaires spécialisés en santé. Enfin, parce que moi, le sujet sur lequel j'avais travaillé, c'était sur la santé. C'était sur les leviers et les barrières de l'accès aux soins au Québec. Donc, tout ce qui empêchait les personnes en situation de pauvreté d'avoir accès aux soins. Donc, les barrières d'accès aux soins. Et donc, travail de pairs, travail entre pairs. Alors, chez ATD Carmonde, il ne parle pas de non-mixité, mais si on prend la lecture sociologique sur l'épistémologie féministe ou postcoloniale, on va parler de non-mixité. Donc il y a des temps en non-mixité entre pairs pour produire du savoir, de la connaissance sur le sujet traité. Et puis il y a des temps de croisement qui sont des temps de confrontation démocratique, alors qui utilisent des images, qui utilisent aussi des formes de théâtre, qui utilisent différentes techniques pour essayer de croiser les représentations et les pratiques sur le même objet. Et ce qui est très intéressant, enfin ce qu'on a essayé de donner à voir dans l'article, c'est que les moments en plénière, donc quand ces trois groupes d'acteurs sont croisés ensemble, les moments où il y a de l'émotion qui ressort, il y a de la colère qui ressort, parfois ça vient des professionnels d'ailleurs, parfois ça vient des personnes en situation de pauvreté, sont des moments très d'ébullition comme ça, où les animateurs décident de revenir en groupe de pairs, en groupe non mixte, parce que l'hypothèse, c'est que dans ces moments de forte tension, d'émotion, se jouent des questions cognitives, des questions de connaissance, et aussi des questions de reconnaissance, de mépris social, de reconnaissance, etc. Mais se joue cette double chose qui est la question d'être reconnu en tant que citoyen qui a un avis, mais aussi sur des questions de connaissance. Donc on donne des exemples autour du lait maternisé. Je pourrais expliquer si vous le souhaitez un exemple plus précis pour comprendre ça. Et donc ce temps de remise en groupe non mixte avant de pouvoir revenir en plénière pour pouvoir recreuser la question de fond et la connaissance qui émerge de cette émotion, de cette colère qui s'est exprimée. Bien souvent, ça débouche sur des questions de conceptions différentes entre le professionnel et la personne, de la situation, et ça débouche sur des idées pour améliorer la relation, améliorer le service. Je termine en disant décrire encore un tout petit peu quelle forme ça prend. C'est donc ça peut prendre 6 mois, 1 an. Pareil, il y a des temps de travail en collectif et puis il y a des temps dans chaque groupe, dans chaque univers où il y a une production des comptes rendus. Les comptes rendus sont lus, relus, croisés et petit à petit se sédimentent comme ça un savoir croisé commun et ça aboutit à des articles scientifiques, ça aboutit à des rapports et ça aboutit a priori à une amélioration de la connaissance sur la question des leviers et des barrières à l'accès aux soins et des effets sur la connaissance d'une part, sur la science, et des effets sur le développement du pouvoir d'agir. Je termine là-dessus. Alors le développement du pouvoir d'agir, pas seulement des personnes en situation de pauvreté en fait, mais aussi des infirmiers, médecins et des universitaires qui ont participé à l'expérience. J'ai oublié de dire un truc important, c'est que cette évaluation qu'on a faite, moi j'ai pas participé à toute la recherche en croisement, je suis arrivée après, mais au lieu de faire une évaluation comme ça en tant qu'universitaire, c'est ce que je voulais faire d'ailleurs quand je suis arrivée à Montréal, j'ai dit je voudrais évaluer votre truc, comme sociologue, on m'a dit non, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avec nous co-produire l'évaluation de tout ce processus. Donc je me suis retrouvée embarquée, malgré moi au départ, mais j'ai trouvé ça intéressant et ça m'a permis de comprendre plein de choses, dans une production d'évaluation de la recherche qui était elle-même en croisement.
Donc, dans chaque groupe de pairs, il y a eu travail sur qu'est-ce qu'on a fait dans cette recherche, à quoi ça a servi, à quoi on a abouti. Ensuite, on a confronté ça et en sont sortis des points de tension sur lesquels on insiste dans l'article aussi, parce que tout n'est pas rose et facile, et puis des points de convergence sur les apports de ces trucs-là. Et donc, ce qui est ressorti, en gros, hein, c'est que un développement du pouvoir d'agir assez fort était ressorti chez les personnes en situation de pauvreté. Donc, certains qui disaient, bah, maintenant j'arrive à faire de l'humour avec mon médecin, ou je sais quoi lui dire si y a un moment donné, ce qu'il me propose n'est pas possible. Et qui disent j'en parle plus avec mes voisins, mes amis, et j'ai envie de m'engager sur ces questions de santé dans des associations. Mais du côté des professionnels, je vous lis quelques citations. Donc il y a une infirmière qui dit ça m'a donné du pouvoir de renégocier, d'aller renégocier les situations quand je me rends compte que ce n'est pas adapté à la situation de la personne. Je vais voir le médecin et je lui dis je ne peux pas demander ça à la personne, il faut trouver un autre moyen. Parce qu'il y a eu tout un débat autour des questions de nourriture et de ce qu'on demande aux gens comme hygiène de vie et de nourriture vis-à-vis des personnes qui n'ont peut-être pas les moyens d'accéder à telle ou telle nourriture. Et puis une chercheure qui dit aussi je ne posais pas la question du pouvoir au départ et du pouvoir que j'avais moi, je pensais qu'on était égaux. En fait, j'ai compris que je m'étais trompée. J'ai plus de pouvoir que les personnes en situation de pauvreté dans mon quotidien. Et le fait de ne pas avoir conscience de cette différence de pouvoir, ça peut renforcer les inégalités. C'est une chercheure qui est également médecin, excusez-moi, j'aurais dû préciser. Elle dit « Ça m'a conscientisé sur le pouvoir que je pouvais avoir comme chercheur ou comme médecin, un pouvoir à utiliser à bon escient. » Donc on a des démarches qui font en sorte que les professionnels se posent la question de qu'est-ce qu'ils font dans la structure, dans l'organisation, à quoi ils servent, et de quelle manière ils peuvent aussi être utiles dans leur institution pour lutter contre des inégalités, pour améliorer des questions et lutter contre des dysfonctionnements. Il y a aussi une infirmière qui dit très simplement, moi, maintenant, je n'applique plus la règle des 20 minutes, parce qu'au Québec, il y a une règle des 20 minutes, c'est une audience, comment on dit, une consultation, c'est 20 minutes, puis c'est tout. Et donc, elle s'est rendue compte à quel point c'était néfaste pour comprendre la situation des personnes les plus éloignées, les plus pauvres, les plus éloignées de l'appareil public, et qu'on avait besoin de temps avec certains publics plus que d'autres. Ça vous paraît trivial probablement, mais cette infirmière a pris conscience de ça là-dedans. Maintenant, pour arriver sur des choses moins positives, ce qui ressort, c'est que les effets sur l'institution elle-même sont plus légers, sont plus difficiles à avoir. C'est-à-dire que cette fameuse règle des 20 minutes, par exemple, l'infirmière ne l'applique plus, mais ses autres collègues continuent de l'appliquer. Le fait de ne plus faire payer, parce qu'au Québec, il y a un système payant d'une partie des soins, il y a certains professionnels médecins qui disent « je ne le fais plus payer aux personnes très pauvres », mais ces professionnels disent aussi « on n'a pas réussi à gagner au niveau de toute l'institution, de toute notre clinique, pour que ce soit une pratique généralisée ». Donc on voit bien que ces démarches participatives, elles peuvent transformer 10, 20 personnes, mais en quoi est-ce qu'elles transforment durablement toute la structure, voire toutes les lois, voire toute la société, c'est encore une autre affaire. C'est pour ça que pour boucler mon histoire, les démarches participatives, elles ne peuvent pas être réduites à une méthode clé en main, qui serait bonne une fois pour toutes, et surtout, elles doivent forcément s'articuler avec des démarches d'action collective, des démarches associatives de long terme, qui peuvent porter les questions un peu plus loin que ces démarches qui sont après tout temporaires et qui n'ont qu'un pouvoir relativement limité sur les décisions. Voilà. Merci beaucoup. Merci.